compteront sur nous. Sinon, ils seront avec nous par la pensée. Alors, le thème que nous allons aborder est celui-ci, par rapport justement à la rencontre. Mais en même temps, ce qui est très important, c'est toujours vos questions à vous, les sujets que vous aimeriez aborder et les réponses que vous aimeriez avoir, que l'on pourra avoir sur différents points de vue. Donc on a 1h30 à travailler ensemble avec la conviction que le changement est possible. Si vous pensez que rien n'est possible, ça ne pourra pas fonctionner. Donc on est toujours hyperactif et positif surtout, en ayant la conviction que le changement est possible. Sinon, je vous confirme que si vous pensez que c'est pas possible, alors je vous confirme que c'est pas possible. Ça ne va pas plus loin que là. C'est une sorte des règles mathématiques qu'on apprend à la maternelle. Donc le but n'est pas de savoir qui a tort, qui a raison, mais on a chacun son pouce. Donc on verra quelles sont les solutions, quelles sont les difficultés que l'on rencontre et comment on peut les résoudre à travers ce type de schéma qui sont tout le temps une relation qui montre qu'on est tantôt actif, tantôt passif, mais qu'on est aussi les deux en même temps, à chaque instant de sa vie. On est actif et passif à la fois, mais qu'il y a aussi des prédominances, à être plus actif, plus passif, plus masculin, plus féminin, plus bourreau, plus victime, mais qu'on est aussi les deux à la fois. Donc on verra ça de façon plus détaillée, si besoin, au fur et à mesure des questions ou de l'avancée de la conférence. Donc, cette conférence était détaillée sous ce thème-là. Donc l'amour, c'est rencontrer quelqu'un qui vous donne des nouvelles de vous. Donc on va y revenir, c'est quelque chose d'intéressant et c'est presque la base. Le début d'une relation, d'une rencontre, met la tonalité sur la relation, donc on verra aussi pourquoi et comment. Il est nécessaire d'avoir un bon échange pour avoir un bon départ. Tout ce qu'on voit là est valable dans 99 cas sur 100. Il y a toujours l'exception qui confirme la règle. Et si quelqu'un peut arriver à faire une bonne relation sans un bon échange de départ, tant mieux. Mais pour la plupart des cas, il vaut mieux avoir un bon échange au départ pour tous les points qu'on va évoquer après. Aller vers l'autre, établir un contact, parler de ses besoins, en toute simplicité, être transparent, sans peur et avec élégance. Donc on va voir ce que ça veut dire aussi. Tout autant de possibilités auxquelles nous ne pensons pas toujours. Alors pourquoi on n'y pense pas toujours, on va y revenir, parce qu'on a reçu une certaine éducation, qui sont capitales, souvent importantes pour avoir les bases d'une belle relation durable. La force d'un couple, la relation, où est à moitié, l'évolution du couple, connaître les fondamentales au niveau de la relation et les propres à soi, parce qu'il ne faut pas s'oublier soi par rapport à une relation. Ça c'est important aussi. Donc on va regarder point par point. On va aussi commencer par le titre, c'est l'amour, c'est rencontrer quelqu'un qui vous donne des nouvelles de vous. Alors si je vous pose un peu la question, parce que c'est bien que ce soit interactif, qu'est-ce que pourrait dire une phrase comme ça? Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que ça pourrait vous dire? Est-ce que vous sentez que c'est quelque chose qui tient la route ou au contraire quelque chose qui ne fonctionne pas du tout? L'amour, c'est rencontrer quelqu'un qui vous donne des nouvelles de vous. Comment est-ce qu'on pourrait justifier cette phrase ou au contraire dire qu'elle est totalement fausse? On pense à un autre mot aussi, qui vous donne, qui vous demande aussi. Oui. C'est ça. Donc ça veut dire qui s'intéresse à vous. Oui. Alors comment fait-on pour justement dire que la personne peut vous donner des nouvelles de vous? Donc demander c'est simple, mais donner des nouvelles de soi. Il faut qu'il vienne ouvert. Oui. Ça, on est d'accord, c'est dans la conséquence, mais une rencontre, c'est quelqu'un qui donne des nouvelles de soi. Comment fait-on pour justifier, comme on fait en justifiant en mathématiques ou autre, une phrase comme ça? Rencontrer, c'est quelqu'un qui vous donne des nouvelles de vous. C'est-à-dire que la personne va vous parler de vous. Sans même demander. Elle va vous parler de vous. Alors, on l'a souvent vu, donc on va le revoir, c'est que ce que je aime quelque part, c'est quelque chose que je aime. Donc, quand quelqu'un... Entrez. Quand quelqu'un vous apprécie, c'est ce qu'il va aimer de vous. Donc la personne qui va venir vers vous, que ce soit pour un domaine physique, émotionnel, intellectuel, spirituel, pour une relation amicale, familiale, intime, fraternelle, professionnelle ou autre, la personne, si elle va se rapprocher de vous, c'est qu'elle aime des choses en vous, et ce qu'elle aime en vous, elle va vous renseigner
elle, sur vous, par rapport à ce qu'elle aime. Parce que ce qu'elle aime, ce sont des parties de vous. Donc si on le fait en sens inverse, c'est beaucoup plus facile à comprendre. Ce que moi, je aime quelque part, est quelque chose que je aime. Donc le quelque part, que ce soit un lieu, que ce soit une plante, que ce soit un être humain, que ce soit une décoration, ce que je aime quelque part, le quelque part ne fait que refléter ce que je aime. Quand j'aime quelque part, quand je aime quelque part, quelque chose quelque part, c'est ce que je aime. Donc, la chose à l'extérieur me renseigne sur moi dans ce que je aime. C'est pour ça que la personne qui va vous rencontrer, ou que vous allez rencontrer, va vous donner des nouvelles de vous. À travers ce qu'elle va aimer de vous, elle va vous parler de vous, sans même aucune demande. Si on pousse plus loin, le début d'une relation met la tonalité sur la relation. Donc, comment fait-on pour démontrer cette chose-là? On a quelqu'un, par exemple, de plus masculin, et puis quelqu'un de plus féminin. Donc ça peut être tantôt être un homme, tantôt une femme. Et le moment de la rencontre est à ce moment-là, avec un passé pour chacun, et puis un futur potentiel pour aussi chaque personne. Mais le moment de la rencontre est cet instant-là. À cet instant-là, il fait du passé de chacun, et en même temps du futur potentiel que chacun réalisera totalement ou partiellement. Mais avant même la rencontre, 1 seconde avant, 2 secondes avant, 3 secondes avant, pour chacun de nous, avant même la rencontre, on sait ce qu'on a eu dans le passé, ce qu'on veut ou ce qu'on ne veut plus du passé, et on sait plus ou moins ce qu'on veut du futur. Donc, à ce moment-là, lorsque on a déjà en nous un inconscient qui a quelque chose qui est important, donc comme sa petite étoile, comme une direction qui est en nous, c'est quelque chose qu'on doit continuer. Mais très souvent, lorsqu'on se rapproche l'un de l'autre, et que l'on s'apprécie, au lieu de continuer dans la même direction, souvent on s'amuse à faire des concessions. Parce qu'on oublie quoi? On oublie ce qu'on avait décidé pour nous juste avant la rencontre. Et pourtant, ce qu'on a apprécié chez l'autre, au moment de la rencontre, c'est les dispositions qu'on avait prises avant de se rencontrer. Et lorsqu'on les change après la rencontre, sauf si c'est des défauts. Les défauts, il est normal qu'on doive les changer. Mais si ce sont des qualités, il est anormal qu'on doive les changer, sauf si c'est éventuellement pour un petit temps, très réduit dans le temps. Sinon, il ne faut pas les changer, puisque c'est pour ce pourquoi la personne est venue vers nous. C'est aussi pour ça que, justement, quelqu'un qui vous donne des nouvelles de vous. Donc si elle se rapproche de vous, c'est par rapport à cela. Et lorsqu'on s'amuse à faire ce type de concession, qu'est-ce qui se passe? En nous, cet objectif est quelque chose d'assez inconscient et que l'on peut rendre à son conscient avec un listing qui est en nous. Ce listing est composé de 4 phases. Ces 4 phases sont ce que j'aime faire dans la vie, ce que je fais, ce que je veux faire et ce que j'aimerais faire. Pareil pour l'autre, objectif assez inconscient que l'on peut rendre à son conscient avec ces mêmes 4 phases. Ce que j'aime faire, ce que je sais faire, ce que je veux faire et ce que je fais. Et très souvent, on nous a appris que dans la vie, on devait faire des concessions. Et le problème pour les concessions, c'est qu'on nous a plus appris à faire des concessions destructives que des concessions constructives. Et 9 concessions sur 10 que l'on sait faire aujourd'hui sont des concessions destructives, contre 1 sur 10 que l'on fait de façon constructive. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque par habitude je fais des concessions destructives, c'est comme si je faisais une croix sur une partie de moi. Une partie de ce que j'aime faire, de ce que je sais faire, de ce que je veux faire, de ce que je fais. Donc, ceci est comparable à une aire de jeu, à un poumon, à un domaine de respiration. Et plus je fais des croix sur moi, plus je me renie, moins j'ai d'espace pour respirer. Et à chaque fois que je fais une croix sur moi, qu'est-ce qui se passe? Je prends par rapport à mon axe de vie 1 degré d'écart. 2 croix, 2 degrés d'écart. 3 croix, 3 degrés d'écart. Et plus je fais des concessions destructives, plus je prends de l'écart avec moi, jusqu'à ce qu'un jour j'arrive ici, très loin de moi-même, et je ne me reconnais plus, je ne m'aime plus. Mais comme dans cette vie, on est à 2, et dans ce 2, il y a souvent un effet miroir, transfert, projection, que l'on évoquera si besoin. Et vu que l'autre, si l'autre s'amuserait à me dire, disons, mon chéri, mon patron, mon enfant, mon patron, mon parent ou autre, là, il y a un problème. Pourquoi? Parce que je sais qui tu es dans la vie, je sais quel est ton axe de vie, je sais vers quoi tu te diriges, mais là, tu es en train de prendre de l'écart avec toi et tu es en train de prendre de l'écart avec moi. Donc si l'autre me dit que je suis en train de prendre de l'écart, alors l'autre reste bien dans son axe.
Mais s'il ne me dit rien, c'est comme s'il cautionnait ce que je faisais. Cautionner ou cotiser, c'est la même chose. Cautionner et cotiser sont des termes financiers. Et les finances renforcent. C'est-à-dire que par effet miroir, projection, ne rien dire, c'est comme renforcer ce que fait l'autre. Donc on prend le même degré d'écart opposé à l'autre, puisqu'on ne dit rien, c'est des mots consents. Et si l'autre ne dit rien, donc l'autre prend le même écart. Pourquoi l'autre souvent ne dit rien? Parce que s'il nous dit quelque chose, soit on a peur qu'il parte, soit on a peur de se ramasser une tarte, soit on a peur de plein de choses différentes. Donc on ne dit rien parce que c'est en plus la tradition, c'est comme ça qu'on nous a éduqués. Et si on dit la chose, on veut le dire souvent par un bon fond, mais on n'a pas la bonne forme pour le dire, donc c'est comme si on accusait l'autre, et l'autre se sent maltraité, donc au bout d'un moment, on ne dit plus rien. Ça, c'est la première difficulté. La deuxième difficulté, c'est que, comme le partenaire, celui-ci, voit que l'autre est capable de faire du don d'organes, c'est-à-dire se couper un doigt, puis une main, puis un orteil, puis un pied, puis une jambe, il n'y a pas plus grand amour que le don d'organes. Donc, le partenaire ressent que ceci est de l'amour, et qu'est-ce qu'il fait? Il fait exactement la même chose. Il va dire, puisqu'il est capable de s'amputer de tout ça pour moi, je vais faire la même chose. Et puisqu'il me montre l'exemple, puisque c'est un référent, puisque c'est quelqu'un que j'aime, il va faire la même chose. Et par rapport à ce moment de respiration, il va se renier de plus en plus, avoir de moins en moins d'espace pour respirer, et prendre les mêmes degrés d'écart à sa façon par rapport à l'éducation, ce qui a été mis en place dans le couple. Et ceci se fait sur de nombreuses semaines. C'est-à-dire qu'au début, on est main dans la main, au début, on est très proche, mais avec les jours, les semaines, les mois et les années, on arrive à être très, très distant, au lieu d'être main dans la main, à regarder dans la même direction. Parce que très souvent, on a oublié ce qu'on a mis en place, ce pourquoi l'autre, on l'a attiré dès le début. Et en plus qu'on l'a oublié, on n'en a pas parlé. Très souvent au début, on parle très peu des 3 projets. Parce que ce qu'il faut voir, ce qu'on va détailler, c'est qu'il y a 3 projets. Il y a le projet de l'un, il y a le projet de l'autre, et le projet commun. Et très souvent, on s'embarque dans un projet commun en oubliant les projets séparés. Donc, le début d'une rencontre, mais la tonalité sur la relation. Ça veut dire que, au tout début, ici, donc 1 seconde, 2 secondes, 3 secondes avant la relation, on sait déjà pourquoi on veut rencontrer quelqu'un. Mais ce pourquoi, on ne l'a pas assez bien défini, ce qui fait que on se retrouve souvent en difficulté. Quels sont les exemples? Un exemple assez simple, c'est que une femme veut éventuellement rencontrer un homme pour fonder une famille, pour avoir des enfants, pour avoir une maison, et l'homme éventuellement veut rencontrer une femme pour avoir une relation physique. Donc quels sont les points communs entre les deux? C'est que pour faire des enfants, il faut bien qu'il y ait une relation physique, pour fonder, et ainsi de suite. Donc très souvent, ça se base uniquement au niveau physique, ce qui fait que, oui, il y a quelques points communs, mais il n'y a pas assez de points communs pour que la relation aille très loin. Donc c'est pour ça qu'il est important, dès le début, de dire tout ce qu'on aime dans la vie, tout ce qu'on veut de notre propre vie, chacun de son côté, et éventuellement ce qu'on veut, ce qu'on veut aussi ensemble. Donc il est nécessaire d'avoir ce bon échange pour avoir un bon départ. Et très souvent, on ne parle pas de nos qualités et de nos défauts, et si on ne parle pas de nos qualités et de nos défauts, on risque d'être en difficulté. Après, on n'est pas obligé de parler de tous ces défauts, surtout s'il y a des défauts qui sont passés, surtout s'il y a des défauts qu'on est en train de résoudre, donc il n'y a aucun problème pour ne pas en parler. Mais s'il y a des défauts qu'on ne peut pas résoudre, ou qu'on ne veut pas résoudre, ou qu'on va résoudre dans le temps plus tard, c'est quand même des choses qu'il faut évoquer. Pourquoi? Parce que la personne va s'en rendre compte un jour ou l'autre, et si on ne lui en parle pas, ce sera du passif qui va ressortir sur la table et que l'on aura caché. Si on pousse un peu plus loin, aller vers l'autre, c'est établir un contact. C'est parler de ses besoins en toute simplicité. C'est être transparent, sans peur et avec élégance. Donc par rapport à ce que l'on vient d'évoquer, si on prend un autre exemple, c'est celui-ci. Quand on est enfant, la plupart des parents essayent le plus possible que chaque enfant ait une chambre à lui pour sa créativité. Lorsqu'on est adulte, on doit avoir la même chose. C'est-à-dire que souvent dans un couple, il y a quelqu'un qui est plus introverti, donc plus carré, plus strict, et quelqu'un qui est plus extraverti, plus léger, plus bordélique. Ce qui fait que les gens ont des complémentaires et des opposés,
Et il doit avoir des pièces de créativité sur lesquelles il y a bien des pièces communes et des pièces séparées pour se réaliser. Parce que s'il y a ces pièces séparées, l'introverti, ici, qui est très rigide, ne va pas aller chez l'autre pour apprendre le bordel, mais pour apprendre à mi-distance la souplesse. Et inversement, celui qui est très bordélique ici ne va pas aller chez l'autre pour apprendre la rigidité, mais pour apprendre à mi-distance la rigueur. Donc chacun va aller apprendre de l'autre une partie. Et sans ces pièces de créativité, de réalisation, si on n'autorise pas le partenaire, chacun d'entre nous, à avoir ces pièces de réalisation, donc si on revient au schéma précédent, c'est-à-dire le pourquoi, quelle est la réalisation dans sa vie, c'est-à-dire que cette flèche est comparable à la construction d'une maison, d'une tour, la construction de sa vie, vers un objectif qui nous concerne et qui nous plaît. Si justement on oublie ces deux entités personnelles, ce pourquoi on a apprécié l'autre au moment de la rencontre, ben, il y a de fortes chances pour que ça n'aille pas très loin. C'est un petit peu comme dans la notion de la banque, sur laquelle on a des intérêts et du capital lorsqu'on fait un crédit. Et symboliquement, ça se dessinerait comment? Ça se dessinerait comme ceci, puisque au début, on paye beaucoup plus les intérêts, et après, plus tard, le capital. Et c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que si on n'a pas les deux, on risque, qu'est-ce qui risque de se passer? C'est-à-dire qu'au début, on risque d'avoir beaucoup de points communs si on a des points communs, et au fur et à mesure, on va vivre sur les points communs, et au bout d'un moment, il n'y aura plus de points communs, et ça va s'assécher, donc il n'y aura plus de rencontres. L'autre extrême opposé, c'est de démarrer sur presque aucun point commun, ce qui est beaucoup plus rare si on n'a pas discuté. Donc, si on démarre sur aucun point commun, on risque de jamais démarrer, mais si on discute, on va démarrer sur des points communs, et au bout d'un moment, on va s'apercevoir qu'on a de plus en plus de points communs. Donc il est bien éventuellement d'avoir les deux, ou au moins le dernier, c'est-à-dire démarrer sur beaucoup de points communs potentiels. Les points communs potentiels seraient toute cette partie-là, toute cette partie ici. Donc il faut vérifier dans le futur si on a des points communs potentiels, parce que si on se base que sur des points communs passifs qui n'ont aucun lien avec les points communs futurs, il y a un problème. Si tous les points communs passés ont beaucoup de liens avec les points communs futurs, il n'y a aucun problème. Donc c'est la même chose, soit on part de rien parce qu'on a beaucoup de points communs futurs, soit on part sur les acquis, mais on risque de s'assécher rapidement s'il n'y a rien dans le futur. Donc établir avec l'autre un contact, parler de ses besoins, en toute simplicité, c'est-à-dire c'est sans prise de tête, c'est sans avoir peur, c'est être transparent, parler aussi bien de ses qualités que ses défauts, sans peur parce que si on n'en parle pas au début, on risque de se retourner, au bout d'un moment, ça risque de se retourner contre soi, avec élégance, parce que on est tous des êtres avec des qualités, et donc si on en parle d'une façon cool et courtoise, c'est beaucoup plus facile que si on en parle d'une façon agressive envers les gens. Alors, tout autant de possibilités auxquelles nous ne pensons pas toujours, sont aussi capitales pour les bases d'une belle relation durable. D'après tout ce qu'on a vu jusqu'ici, est-ce que pour vous, ça vous donnerait certaines questions? Qu'est-ce que vous auriez comme question ou comme observation par rapport à ce qu'on a vu jusqu'à présent? Est-ce que vous voyez qu'il y a des choses qui seraient impossibles à faire? Est-ce qu'il y a des exemples que vous avez déjà essayés? Question par rapport à ce qu'on a évoqué jusque-là. Pas de questions vous êtes venus? Tout va bien, donc vous savez tout ça. Vous avez déjà expérimenté. Quels seraient les éléments que vous avez expérimentés ou qui ont pu fonctionner, ou qui n'ont pu ne pas fonctionner dans la relation? Comment fait-on justement pour parler de ses qualités, de ses défauts? Est-ce que c'est conseillé, est-ce que c'est pas conseillé? Souvent on a peur de parler de ses défauts. On n'en parle pas, hein, ça se découvre les défauts. Ça se découvre, et les qualités, est-ce qu'on en parle? Pas obligatoirement, hein. Non plus. Alors on parle de quoi? On parle de rien? Mais non, mais... Un couple, c'est aussi entreprendre. Entreprendre une vie. C'est entreprendre une relation. Donc, entreprendre, c'est aussi l'entreprise. Donc, dans une entreprise, il y a par exemple des réunions
des réunions de travail, des réunions de planification, des réunions de finances, des réunions et ainsi de suite. Si on ne fait pas tout ça dès le début, entre soi et entre soi et l'autre, on risque de s'oublier. Qu'est-ce qui nous arrive la plupart du temps? La plupart du temps, il arrive qu'on entend les gens dire quoi? Ben, il est venu chez moi, ou elle est venue chez moi, et donc il est venu chez moi, je lui ai fait toute la place parce que je voulais qu'il vienne chez moi, et au bout de 6 mois, 1 an, qu'est-ce qu'on entend? J'en ai marre, il prend toute la place, j'ai plus de place pour moi, j'en peux plus, je veux qu'il parte. Mais c'est normal, si on lui laisse toute la place au début, qu'au bout d'1 an, ou de 6 mois, on en a marre parce qu'on n'a plus de place. Mais c'est bien ce qu'on a voulu lui laisser toute la place. Donc si on s'oublie, comme on vient de le voir ici, que l'on oublie notre partie personnelle, pour chacun, c'est normal qu'il y en ait un qui prenne plus la place, puisqu'on laisse la place à l'autre. Si on pousse plus loin, ce qui se passe de la même façon, un être humain, à ce moment-là, c'était une femme qui était venue consulter, qui m'avait dit, voilà, je ne comprends pas. J'étais avec un homme avec lequel je ne suis plus. Cet homme, c'était le xème homme, mais au niveau intellect, mathématiques, logique, cartésianisme, spiritualité, il était assez nul, il avait 0 sur 20. Au niveau cœur, sentiment, tendresse, il était aussi nul, il avait 0 sur 20. Par contre, au niveau physique, sport, sexualité, finance, matière, il était super fort, il avait 20 sur 20. Mais au bout d'un moment, ça ne m'a plus convenu. Donc, je m'en suis débarrassé, il est parti, etc. La question qu'elle me pose, c'est pourquoi est-ce que j'ai choisi un homme comme ça? C'est la même question que je vous pose. Pourquoi cette femme a-t-elle choisi un homme comme ça? Donc c'est souvent ce qu'on fait dans la vie, on s'amuse à faire du yo-yo. Pourquoi? Parce que l'homme précédent qu'elle avait était un homme qui, au niveau intellect, mathématique, logique, spiritualité, était très fort, il avait 20 sur 20. Au niveau cœur, sentiment, tendresse, amour, passion, il était très fort, il avait 20 sur 20. Au niveau physique, sport, sexualité, finance, il était très faible, il avait 0 sur 20. Donc cette femme a fait comme tout le monde le fait, homme-femme, on va chercher ce que l'on n'a pas, en oubliant quoi? En oubliant tout ce que l'on a, tout ce que l'on avait. Donc on s'amuse à faire quoi? On s'amuse à faire du yo-yo, en passant toujours d'un extrême à l'autre. Donc c'est l'histoire toujours de laisser de la place à l'autre, la place que on devrait en partie garder pour sa créativité et que l'on oublie. Donc cette place de cette créativité, c'est souvent cette partie ici et cette partie-là. Parce que quand on se met ensemble, on vise beaucoup plus la partie centrale, la construction à deux, mais on oublie très souvent de parler de ce qu'on aime dans la vie, de ce qu'on veut dans sa vie, qu'est-ce qu'on fait dans sa vie, qu'est-ce qu'on veut dans 10 ans, dans 20 ans, dans 50 ans, dans 100 ans. Et vu qu'on ne parle jamais de ce qu'on veut dans 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, on imagine, ou on parle un peu de ce qu'on veut à deux, mais ne parlant jamais de ce qu'on veut à long terme, alors ça passe à l'as, et l'autre imagine des choses qui ne correspondent pas à ce que l'on est, mais que ce que l'on peut émettre, dire ou ne pas dire, fait que l'autre imagine des choses plus ou moins vraies, et surtout plus ou moins fausses, ce qui fait qu'après, on se retrouve en difficulté. Alors, est-ce que ça vous dit autre chose par rapport justement à laisser cette place qui fait qu'on s'oublie par amour, comme on a pu voir là par concession, parce qu'on nous a un petit peu éduqués comme ça. Donc, en s'oubliant, on arrive à ne plus se retrouver tel qu'on était une seconde avant la rencontre. Ce pourquoi l'autre nous a appréciés. Maintenant, si l'autre nous a appréciés avant la rencontre pour 5% de nous-mêmes, et pas pour les 95%, il est normal qu'on ne vive pas longtemps ensemble. Donc, c'est pour ça que le bon échange que l'on a vu dès le début ici, est important de regarder le nombre de points communs que l'on a ensemble. Donc ces points communs fonctionnent comment? On a deux entités, donc deux êtres humains, mais ça peut être moi une relation, ça peut être moi et un travail, ça peut être moi et une peur, ça peut être moi et un voyage. Et ces entités ont du passé, présent, futur. Donc si je dessinerais le passé pour chacun, ça serait cette partie-là. Si je dessinais le présent pour chacun, ça serait cette partie-là. Et si je dessinais le futur pour chacun, symboliquement, encore, ça serait cette partie-là. Donc on aurait du passé, présent, futur. Mais ça veut dire aussi, c'est la même chose que la matière, le cœur et l'esprit. C'est la même chose aussi que, si on veut, la glace, l'eau
la vapeur d'eau, et ainsi de suite. Donc c'est toujours un ternaire que l'on retrouve à différents endroits, qui nous aide à comprendre beaucoup de choses. Mais quand je rencontre quelqu'un et que j'essaye de comprendre les points communs, que je peux avoir avec cette personne, comment ça fonctionne, ce que j'aime quelque part. Donc si moi je suis ici, par exemple, en tant que masculin, et si cette personne est là en tant que féminin, ce que je aime quelque part peut correspondre, par exemple, à une partie de mon passé. Une partie de mon passé qui correspond, par exemple, à ce que la personne a déjà développé dans son passé, ou à ce qu'elle est en train de développer dans son présent, ou dans ce qu'elle va ou ne va pas développer dans son futur. Ça peut être une des parties que j'aime de cette personne. Mais en même temps, ce que j'aime chez l'autre, ça peut être quelque chose qui correspond à ce que je suis en train de développer dans mon présent, et qui correspond à ce que l'autre a déjà développé dans son passé, ou à ce que l'autre est en train de développer dans son présent, ou de ce que l'autre va ou ne va pas développer dans son futur potentiel. Et encore, ça peut très bien être quelque chose que je vais éventuellement développer dans mon futur, ou pas, qui correspond à ce que l'autre a déjà développé dans son passé, ou à ce que l'autre est en train de développer dans son présent, ou à ce que l'autre développera ou ne développera pas dans son futur. Donc et ça, c'est juste une des parties qui me correspondent. Et je peux faire la même chose chez l'autre. Donc les points communs sont aussi à vérifier au moment de la rencontre par rapport à tout ce qui peut se passer. Si je ne le vérifie pas au moment de la rencontre, qu'est-ce qui se passe? On va le voir ici, ce qui se passe. Il y a plusieurs combinaisons, mais on va voir les combinaisons générales. J'ai quelqu'un de plus féminin et quelqu'un de plus masculin. Ces deux entités ont une direction de vie et un objectif dans leur vie. Direction de vie et objectif dans leur vie. Ces gens se rencontrent, en se rencontrant, ils désirent se rapprocher parce qu'entre eux, il y a de l'amour. Donc, ils décident de trouver un lieu commun pour vivre ensemble. Donc une maison, un appartement ou autre. Et chacun d'eux arrive avec son déménagement dans ce lieu commun. On va prendre une partie du déménagement. Et cette partie qu'on va prendre sera les vêtements, les placards de vêtements. On ne prendra pas le reste, on ne prendra que ça, parce que c'est un exemple, et après on peut faire la même chose avec tout le reste. Dans cet exemple, on va dire que la femme arrive avec une batterie de placards de vêtements. Et on va dire que l'homme arrive, lui, avec 10 batteries de placards de vêtements. 10. Le côté être humain a une partie plus masculine, une partie plus féminine. La question est, dans ce couple, qui va faire les lessives au passage en général? En général, le féminin s'occupe de faire les lessives au passage. Donc si je m'amuse à faire ce transfert de charge, parce qu'ici on est dans le transfert de charge, et le mot charge veut bien dire ce qu'il dit, ça veut dire que pour que ce transfert se fasse, il faut qu'il y ait quoi? Il faut qu'il y ait la place. Sans cette place, il ne peut pas y avoir de transfert. Donc cette place veut dire liberté. C'est-à-dire que cette femme a un domaine de liberté. Et lorsqu'on transfère ceci, ça veut dire que sa liberté disparaît. Donc cet homme passe de 10 à 0 et cette femme passe de 1 à 11. Mais cet homme, lui, qui a beaucoup de force, avec les semaines, les mois, les années, va en rajouter 10 de plus. Et cette femme qui est devenue ma mère, parce que c'est ma mère qui me fait mes lessives et mon repassage, lui dit « Non, ne t'en occupe pas, je m'en occupe ». Et l'homme qui a beaucoup de force en rajoute 10 de plus. Et jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, année après année, à force de rajouter, on va s'arrêter quelque part, on fait le calcul, on arrive à 41, ici on arrive à 0, mais vu que l'autre est la moitié de soi, le 0 ici est 41, si on additionne le tout, on est toujours 41, même si on pense avoir 0. Donc les gens disent, mais nous on ne fait pas comme ça, nous on a trouvé la solution, on fait moitié-moitié. Au lieu de charger que l'un, on fait moitié-moitié. Donc il y en a un qui fait l'anglais, l'autre qui fait les maths, l'un qui fait l'intérieur, l'autre qui fait l'extérieur. Donc si on s'amuse à faire moitié-moitié, on va prendre ce cas-là, et on va s'amuser à faire moitié-moitié. Je prends 10 et 1, ça fait 11. Et je décide de faire moitié-moitié, ça fait 5,5. Pour qu'il reste 5,5 ici, il faut que j'enlève 4,5. Ces 4,5, pour faire simple, je vais prendre 5 pour pas avoir de virgule. Donc ces 5, je les enlève et je les passe de l'autre côté.
Ça sous-entend quoi? Ça sous-entend que je laisse en effet la liberté à ma partenaire, au lieu qu'elle soit complètement esclave, parce que si je lui enlève la liberté tout à l'heure, ça veut dire qu'elle est totalement esclave, là j'ai plus que la moitié d'une esclave. Donc il y a des hommes qui préfèrent avoir la moitié d'une esclave plutôt qu'une femme libre. Donc si je continue ce calcul, 5 passe de l'autre côté, ça fait 0. Mais cet homme qui a beaucoup de force rajoute encore 5 avec le temps, comme on a pu le voir tout à l'heure. Mais cette femme qui est à 6 prend les 5 de plus, lui fait 11. Cet homme rajoute 5, qui sont repris de l'autre côté, ça fait 16. Qui rajoute 5, qui sont repris de l'autre côté, ça fait 21. Et ainsi de suite. On s'amuse à voir que, en effet, ça fait bien la moitié de la charge. Mais si on pousse plus loin dans l'observation, on s'aperçoit que cela, ici à 41, se sépare au bout de 5 ans, et cela se sépare au bout de 10 ans. Ils n'ont juste fait que diviser le temps par 2. Donc est-ce qu'il y a une autre solution encore meilleure que celle-ci? La troisième solution, ça serait que chacun garde ses affaires. Pourquoi? Parce que si on s'est apprécié au début, tel qu'on a pu le voir ici, c'est bien parce qu'on a apprécié ce que la personne était dans son passé, ce qu'elle voulait dans son futur. Si cette femme a décidé d'être libre, je suppose qu'elle ne voulait pas enlever sa liberté après. Donc si on s'amuse à garder chacun ses affaires, et si moi je suis toujours cet homme qui a 10 de charge, et que je cherche à tout prix une femme qui prenne ces 10 de charge, et que cette femme, elle, reste sur sa position de garder sa liberté, qu'elle dise non, toutes les garde, moi je veux à tout prix qu'elle le fasse, elle dit non, qu'est-ce qui se passe au bout d'un moment? Ça ne peut pas marcher, mais ça ne dure pas ni 5 ans, ni 10 ans. Ça dure un jour à une semaine, pas plus. Okay, mais on ne perd pas ni 5 ans, ni 10 ans. Maintenant, on va encore imaginer que je suis cet homme qui a 10, et je demande à cette femme de prendre mes charges. Qu'elle me dit non, que je suis un peu plus intelligent, et que je décide de garder ses charges. Donc je décide de garder ce sac à dos de 10 kg sur mon dos. Et je voyage avec cette femme, moi j'ai 10 kg, et elle a 1 kg. Amusez-vous à voyager à deux, avec une personne qui a un sac à dos d'1 kg, une personne qui a un sac à dos de 10 kg. Qu'est-ce qui se passe au bout de quelques heures? Il y en a un qui traîne. Celui qui a 10 kg ne fait plus que traîner, il s'arrête, il transpire, il n'en peut plus, et s'il est un peu intelligent, il va se dire comment ça se fait que moi j'ai des soucis, et l'autre n'a pas de soucis. Donc s'il est un peu intelligent, il va commencer à observer l'autre, à se dire comment l'autre fait pour avancer en étant toujours frais, et moi j'avance, je suis grand, beau et fort, mais j'y arrive pas. Donc si je suis un peu plus intelligent, je vais me dire comment fait l'autre. Et en observant l'autre, je vais passer de 10 à 9, de 9 à 8, de 8 à 7, et ainsi de suite, jusqu'à aller à 1. Et à ce moment-là, j'aurais bien appris de l'autre, sans que l'autre me prenne. D'accord? Donc il n'y aura pas le fameux prix, mais j'aurais appris. Donc soit on garde chacun ses charges, il y a toujours une exception. Donc il y a une règle, là, il y en a 3 exceptions, mais c'est comme s'il y en avait une, l'exception c'est où on peut prendre les charges de l'autre, mais sur un temps bien déterminé, c'est les formations, l'éducation scolaire, où on prend les charges d'un enfant, ou d'un adulte plus tard, mais pendant une période déterminée, c'est pas à vie, c'est pendant bien une période. 2, la maladie. 3, une femme enceinte. Mais c'est pareil, c'est pas à vie, parce que sinon, au bout d'un moment, vous le savez très bien que de nombreuses femmes qui sont occupées de la maison, sont occupées des enfants, au bout d'un moment, ont pété les plombs parce qu'elles ne se sont pas réalisées, sauf exception, si certaines c'était leur réalisation à la maison des enfants, mais la majorité d'entre elles ont pété les plombs parce qu'elles s'étaient oubliées dans ce qu'on avait vu ici, dans cette partie personnelle. Elles avaient fait beaucoup plus la partie centrale, de famille ou de couple, que la partie personnelle. Donc les deux sont importants, parce que jusqu'à présent on a fait beaucoup plus de désaccord, c'est-à-dire de déséquilibre, en s'occupant plus des autres et peu de soi. Mais pour s'occuper des autres, il faut être en forme soi-même, et pour être en forme soi-même, il faut ne pas s'oublier. Alors, qu'est-ce que cet exemple vous donne? Est-ce que vous avez des questions là-dessus? N'oubliez pas que c'est vous qui êtes important, c'est pas moi. Moi, je peux parler des heures, mais c'est important que vous ayez des questions et que vous ayez des exemples. Alors, est-ce que ça vous semble bizarre? Est-ce que ça vous semble logique? Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est impossible?
c'est possible, mais il faut discuter beaucoup en fait, parce que dans la réalité, Oui. implicitement, effectivement, la charge passe de l'un à l'autre, soit que l'autre est disponible de caractère ou disponible d'emploi du temps. Tout à fait. Et en fait, ce glissement d'une décharge de l'un à l'autre devient après une institution dans le couple. Et comme ça fonctionne un certain temps, c'est plus remis en question. Voilà. Donc, remettre en question, ça s'appelle faire des mises à jour. Eh oui. Si un ordinateur ne fait pas de mise à jour pendant 2 ans, pas plus, 2 ans, si un ordinateur ne fait pas de mise à jour pendant 2 ans, et que vous amenez le dernier logiciel, dernier CRI que vous utilisez, vous le mettez dans l'ordinateur, qu'est-ce qui se passe? Oui, mais qu'est-ce qui se passe avec du langage informatique qui sera pas... Voilà, la communication ne pourra pas se faire. D'accord? Donc il n'y aura pas de communication. Okay, c'est la même chose. Donc il est important de pouvoir faire des mises à jour, donc, ce qui est quand même plus facile entre 2 êtres humains qu'entre un logiciel et un ordinateur, ce qui est là beaucoup plus difficile, sinon presque impossible, mais c'est beaucoup plus facile entre 2 êtres humains. Donc, si un ordinateur, un logiciel ne peut pas le faire au bout de 2 ans, ou avec difficulté et plus au bout de 3 ans, 4 ans, les êtres humains peuvent plus facilement le faire parce qu'ils ont beaucoup plus d'intelligence. Mais c'est le même processus, donc il faut pouvoir beaucoup discuter. Donc pouvoir beaucoup discuter, c'est quelque chose que l'on doit pouvoir aussi évoquer dès le début. Maintenant, qu'est-ce qui est difficile dans la discussion? Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on discute? Et pourquoi une personne est plus favorable à la discussion et pourquoi l'autre est le moins favorable? Qui est plus favorable? Qui est moins favorable? Ben, la personne qui est davantage favorable, c'est celle qui a la charge. Et celui qui ne veut plus écouter, c'est celui qui s'est délasté. Et qui ferme en fait après. Voilà, c'est ça aussi, mais souvent le cas, c'est celle qui en parle le plus, c'est celle qui est plus extravertie, celle qui est plus féminine, celle qui a beaucoup plus de discussions. Mais ce que dit la dame, c'est vrai aussi. C'est ce qu'on a évoqué. Et celle qui en parle moins, c'est la personne qui a une typologie plus masculine. D'accord? Parce qu'en fonction des problématiques, la typologie peut changer, c'est-à-dire on peut être plus masculin ou plus féminin, suivant de quel problème on parle. Est-ce que la personne qui s'est délestée de sa charge ne va pas remettre le fonctionnement en question? Alors le fonctionnement lui convient bien. Pourquoi est-ce qu'elle ne va pas le remettre en question? Parce qu'il lui convient bien. C'est déchargé. Il s'est déchargé, ça marchait un certain temps. Ça, c'est la conséquence. Mais la cause, c'est tout simplement, si je reprends l'exemple des 2 personnages, un qui a un sac à dos d'1 kg, l'autre qui a un sac à dos de 10 kg. La difficulté, c'est que si je garde mon sac à dos de 10 kg et que je vais voir quelqu'un qui a un sac à dos d'1 kg et qui progresse sans problème, qu'est-ce qui fait que je vais me poser des questions? C'est ma charge de 10 kg. Comme je vais garder la charge, comme on va me laisser ma charge, alors je vais prendre conscience des choses. C'est uniquement parce qu'on me laisse ma charge et que l'autre ne la prend pas. Si l'autre me l'enlève, il est normal que je ne sente rien et que je ne comprenne pas. Donc on ne peut pas demander à quelqu'un qui n'a plus de charge de comprendre. C'est pour ça qu'il faut lui laisser sa charge. Et si on discute avec quelqu'un qui n'a plus de charge de comprendre, c'est normal qu'il ne comprenne pas et c'est normal qu'on puisse difficilement discuter. Donc il faut lui rendre ses charges. Parce que tant qu'elle n'a pas ses 10 kg sur le dos et qu'elle ne souffre pas, elle ne va pas comprendre pourquoi l'autre souffre. Mais si on lui laisse son sac à dos de 10 kg et qu'elle souffre, elle va plus facilement comprendre ce que vit l'autre. Mais si on lui enlève, elle ne jamais posera des questions et ça ne lui atteindra jamais l'esprit qu'il y a une difficulté. Donc elle aura des difficultés pour le comprendre après. Alors, donc toujours dans la communication, parce que je reviens sur ce que vous avez dit qui est important, c'est qu'il faut pouvoir discuter beaucoup ensemble. Donc pouvoir discuter beaucoup ensemble, qu'est-ce qui fait que souvent on a des difficultés à ça? À discuter beaucoup ensemble. Parce qu'on n'a pas appris. Parce qu'on n'a pas appris. Et 2, si on a appris de quelle façon? Culpabilisatrice. Oui. Voilà, en culpabilisant l'autre. Ou alors, même, qu'on le veuille ou non, je pense qu'on ne l'aperçoit pas, on a soit des intonations, soit des expressions verbales, physiques ou autres, qui font que l'autre peut se sentir agressé, même si ce n'est pas le fond de ce qu'il fait, mais c'est la forme qu'il met sans le vouloir. Et celui qui reçoit se referme comme une huître, parce qu'il comprend à sa façon, il prend la chose comme une agression.
Donc, la problématique de beaucoup discuter, c'est l'habitude. On n'a pas l'habitude de faire ça. On a l'habitude de discuter en entreprise, mais pas dans le couple. En entreprise, on a l'habitude de faire des réunions de travail sur différents sujets, mais pas dans le couple. Alors, à chaque fois qu'on le fait dans le couple, les gens disent « ne me prends pas la tête, arrête de prendre la tête, arrête de… » Le couple, c'est une entreprise aussi. Il y a bien des comptes, il y a bien une progression, il y a bien une avancée, il y a bien des résultats, et ainsi de suite. Donc, la problématique que vous évoquiez, qui est importante, c'est comment pouvoir beaucoup discuter. C'est d'en parler dès le début. Maintenant, beaucoup discuter, ça ne veut pas dire en discuter n'importe quand, à n'importe quel moment. Parce que très souvent, la personne qui est plus féminine, homme ou femme, elle peut avoir même l'habitude de discuter entre minuit et 5 heures du matin. Et la difficulté, c'est que l'autre, à ce moment-là, il a besoin de dormir, il a besoin de se reposer, il a besoin de récupérer, et ainsi de suite. Donc, beaucoup discuter, oui, mais dans des créneaux communs, et pas dans son créneau à soi. Donc, ça aussi, ça veut dire quoi? Ça veut dire, de la même façon qu'on fait en entreprise, pour pouvoir communiquer, qu'est-ce qu'on fait en entreprise? On prend rendez-vous. Donc chacun prend son agenda et on regarde quand est-ce qu'on se voit pour discuter de points importants. Parce que si on veut communiquer, c'est pas pour parler de la pluie de beau temps, ça on peut le faire n'importe quand. Mais si on veut discuter de points importants, on prend rendez-vous. Quels sont les rendez-vous qu'on prend dans sa vie pour des choses importantes? Se marier. Quoi d'autre encore qu'on fait beaucoup plus souvent? Est-ce qu'on prend rendez-vous pour aller chez le boulanger acheter la baguette? Non. Alors, quels sont les rendez-vous qu'on prend de façon plus régulière? Les soins. D'accord. Maintenant, entre les soins que l'on peut prendre une fois de temps en temps chez le médecin et sa vie de couple, quelle est celle qui est le plus primordiale au fur et à mesure? La vie de couple, parce que plus on est heureux dans son couple, moins on va voir le médecin. Sachant que voir le médecin, c'est important aussi. Mais, donc, si pour le médecin, on prend rendez-vous pour quelque chose de moins important que le couple, pourquoi on ne prend pas rendez-vous pour quelque chose de plus important que le médecin? Donc, prendre rendez-vous est important, mais pas tout seul dans son coin en disant on se voit tel jour à telle heure, c'est vraiment en regardant avec l'autre. Et comme on le fait aussi, on prend plusieurs rendez-vous, parce qu'il y en a un qui peut sauter le rendez-vous, qui peut être avancé et reculé. Un rendez-vous, un planning, c'est une prévision, c'est comme la météo, c'est pas obligatoire. Le planning, c'est prévisionnel, c'est pas quelque chose de figé, de rigoureux, de rigide et de bloqué. C'est des possibilités. Quand vous avez un agenda en entreprise et que vous mettez des rendez-vous toute la journée, vous vous apercevez que, suivant les entreprises, il y a 10% des rendez-vous qui tiennent, il y a 90% qui sautent. Dans d'autres entreprises, il y a 50% des rendez-vous qui tiennent, 50% qui se déplacent. Dans d'autres entreprises, il y a 80% des rendez-vous qui tiennent et 20% qui se déplacent. Donc c'est un peu la même chose. On ne doit pas être rigide dans les rendez-vous de couple, mais prévoir. Le fait de prévoir, souvent, on peut penser que c'est un peu rigide, mais je vais vous démontrer l'inverse. Je dessine symboliquement ce stylo, le stylo que je dessine, avec lequel je dessine sur cet écran. Pour que ce stylo existe, puisse dessiner, et qu'il existe, il faut qu'il y ait eu un moule, qu'il ait moulé, duquel sorte ce stylo. Pour que ce moule existe, il a fallu que quelqu'un dessine ce moule pour qu'on puisse le construire. Pour que quelqu'un dessine ce moule, il a fallu dessiner le stylo pour faire le dessin du moule. Pour dessiner ce stylo, il a fallu penser comment serait ce stylo. Pour avoir eu la pensée, il a fallu avoir l'idée du dessin du stylo. Ici, on a le début de l'action, et ici, on a la fin de l'action, c'est-à-dire le réel, la réalité. J'aimerais vous poser la question, qu'est-ce qui est le plus proche de la fin? Qu'est-ce qui est le plus proche d'ici? Donc, de la réalité. Est-ce le dessin du stylo ou la pensée de l'idée du dessin du stylo? Est-ce un ou deux qui est plus proche de la fin? Est-ce le dessin du stylo ou la pensée de l'idée du dessin du stylo qui est plus proche de la réalité, de la réalisation, de l'exécution? Je dirais le dessin, parce que la pensée est assez évolutive. Hein. On ne peut pas forcément toujours l'expliquer. Tout dépend du vocabulaire, des mots, des uns, des autres. Et une pensée pensée par quelqu'un n'est pas forcément
lu de la même façon parce qu'entendu différemment par l'autre. Donc vous avez raison, mais ce n'est pas la bonne explication. Mais vous avez raison. La majorité des gens répondent que c'est la pensée. Mais c'est simple que ce soit en fait le dessin du stylo, on va le démontrer. D'une part parce que ça a été dessiné dans un ordre chronologique. Je vous l'ai expliqué en compte à rebours, mais c'était un ordre chronologique. D'autre part parce qu'il y a une séparation entre les deux ici. Ici c'est encore dans ma tête, alors qu'ici c'est sorti de ma tête, c'est sur un dessin. En gros, si j'ai l'idée de construire une maison, et j'ai commencé à penser la forme de la maison, tant que je ne le mets pas sur un papier, que je ne donne pas à l'architecte, qui ne va pas le dessiner, l'entreprise ne va pas pouvoir le réaliser. Donc ici, je suis beaucoup plus proche de la réalité, puisque j'ai mis sur un papier, que ici, où je suis encore dans l'abstrait, comme vous l'avez dit, dans ma tête. Donc le fait d'être ici, donc de prévoir sur un agenda un rendez-vous avec son partenaire, on est beaucoup plus proche de la réalité que si on est un cran en arrière. Donc l'agenda n'est pas non plus une prise de tête, c'est simplement parce qu'on progresse beaucoup plus vers la communication dans le couple. Maintenant, si on a affaire à deux partenaires qui ont des têtes d'éléphant qui n'ont pas besoin d'agenda, c'est pas un problème. Ils ont leur agenda dans leur tête. Mais si, comme c'est souvent le cas, on a des gens qui n'ont pas la mémoire développée parce que ce n'est pas la première de l'importance dans la vie, et souvent, qu'est-ce qu'on fait? On dit entre deux portes, n'oublie pas, on a rendez-vous dans 3 jours à tel heure à tel endroit, on a 9 chances sur 10 d'oublier parce qu'on n'a rien pour le noter. Parce qu'on est en train de penser à autre chose à ce moment-là. Donc, cette évolution, donc cette communication, cette mise à jour, elle est importante, mais elle passe par un minimum de procédés professionnels. C'est-à-dire que le couple, même s'il y a de l'amour, même s'il y a de la tendresse, même s'il y a... à un moment, on se prend rendez-vous pour se marier. Donc on ne fait pas un mariage sans rendez-vous, sauf exception. Mais ceux qui font souvent des mariages sans rendez-vous, voilà, ça ne va pas toujours très loin, sauf exception. Mais c'est pas là où on a plus de chances de le réussir, à long terme, dans la majorité des cas. Alors, quelles sont les questions qui viennent? Parce que je suis arrivé au bout, moi, de ma conférence. Maintenant, on est dans la phase questions-réponses. Vous voulez que je fasse les questions et les réponses, c'est ça? Non. Non, je trouve que pour l'établissement du stylo, tout est important. Depuis la pensée, chaque action bien sûr que tout sont nécessaires. Donc, vous avez on ne peut pas dire ça c'est plus proche, c'est nécessaire. Vous avez raison. La seule chose, c'est que ce dessin, il a été fait simplement pour porter l'accent sur le fait que la majorité des gens s'arrêtent ici dans le couple, c'est-à-dire dans l'idée, dans la pensée. Alors pourquoi? Parce que le féminin, c'est explicite, et le masculin, c'est implicite. Donc le masculin ne parle pas, il n'a pas besoin de parler pour lui, c'est logique. Ça coule de source. Donc pour le masculin, lui, il n'a pas besoin de rendez-vous. Le féminin a besoin de parler plus souvent. Donc on était en train de parler de communication. Donc le féminin a besoin de parler plus souvent, c'est normal, parce que si on ne parle pas, c'est difficile d'être dans la tête de l'autre. Mais pour ça, il faut pouvoir établir quelque chose de commun. Donc pour parler, si le féminin, homme ou femme, demande à son partenaire, homme ou femme, donc plus masculin, un rendez-vous, on est en train d'expliquer comment le faire, c'est-à-dire qu'avec un agenda, c'est beaucoup plus simple que de le laisser entre deux portes en disant on se voit tel jour à telle heure. Et quand on dit on se voit tel jour à telle heure, il y a 9 fois plus de chances de se planter que si on le fait par écrit, ou avec un mail, ou avec un SMS, ou en discutant ensemble. Parce que, comme le dit Lilipan, les écrits restent, les paroles sont vendues. Et 9 fois sur 10, quand on fait comme ça, on dit « Mais non, tu ne m'as pas dit ce jour-là, tu m'as dit telle heure et tel jour à tel endroit. » Oui, mais en général, on ne prend pas des rendez-vous. Hein. C'est difficile à prendre rendez-vous pour discuter de choses au niveau d'un couple, ça se fait. Vous avez raison, mais on est en train de discuter des solutions. Alors donnez-moi une autre solution que celle-ci. Les solutions, c'est d'être à l'écoute de l'autre et de ne pas déborder, de respecter, On est d'accord qu'être à l'écoute de l'autre, mais dans la société dans laquelle on est dans une société de surconsommation.
dans lequel on surconsomme tout, physique, émotionnel, intellectuel, spirituel, 12 fois plus que ce qu'on a vraiment besoin, on est tout le temps dans le bruit. Donc quand l'autre veut être à l'écoute, c'est très difficile. Alors il ne faut pas être ici, il faut être sur les Himalayas ou dans le désert pour être à l'écoute de l'autre. On a tellement de responsabilités, de choses à faire. Si on prend un exemple simple, le téléphone ou l'informatique, est-ce que ça sert à gagner du temps ou à perdre du temps? Non, Ça sert à gagner du temps. Ça a été fait pour gagner du temps. Mais en réalité, on y consacre beaucoup, quoi. Non, attendez, ça a été fait pour gagner du temps. Et on gagne du temps avec. Simplement, le temps gagné, on en fait quoi? Il y a d'autres charges. Hein. On l'occupe à d'autres charges. Donc, avec toutes ces charges, dites-moi quand est-ce qu'on peut faire ce que vous avez dit, être à l'écoute de l'autre? Jamais, c'est pas possible. Mais on ne peut pas établir, je sais pas, je vois difficile de dire, bon, on prend rendez-vous pour parler. Non, ça se fait au fur et à mesure, quand ça se présente, mais voilà, là il y a besoin d'une remise en question, on le fait. Je suis tout à fait d'accord avec vous, mais si pour vous, ça fonctionne comme ça, il faut continuer comme ça. La seule chose, c'est que je vous prends le cas qui est 9 fois sur 10, vous êtes en train de vous faire l'avocat du diable, par rapport à ce qui se passe tous les jours ailleurs, c'est que, en gros, ça correspond à dire, voilà, je viens de me casser la jambe, donc maintenant, puisque je me suis cassé la jambe, je vais aller à l'hôpital. Okay, au lieu de dire, qu'est-ce qu'on va mettre en place pour pas que je me casse la jambe? Si on attend tout le temps d'être dans un couple, dans la problématique, pour dire on prend rendez-vous, ça devient lourd et difficile. Il vaut mieux anticiper, parce que toutes les problématiques qui arrivent viennent du fait qu'on fait les choses au fur et à mesure. Si pour des gens qui ont l'habitude de faire comme ça, et que deux personnes se rencontrent comme ça, et qui fonctionnent comme ça, il n'y a aucun problème. Ça marche très bien, il y a toujours l'exception qui confirme la règle. Ce sont des gens qui ont un même style de vie, ou qui ont beaucoup de points communs. Ceux qui ont beaucoup de points communs dans ce sens-là, ils peuvent faire comme ça. Mais ceux qui ont beaucoup moins de points communs ont beaucoup plus l'obligation de prendre ce style de rendez-vous, parce qu'ils ont beaucoup plus de différences. Mais ceux qui n'ont pas de différence, dans le cas que vous expliquez, peuvent faire comme vous avez dit, et vous avez raison. Oui, mais je vois difficile de demander un rendez-vous. On se dit, attends, qu'est-ce qui te passe par la tête? C'est pas normal ou quoi? Le rendez-vous maintenant, il faut prendre des rendez-vous pour discuter. Alors, si ça marche sans rendez-vous, je vous dis, continuez à faire comme ça, il n'y a aucun problème. Mais la majorité des gens, pour discuter de choses importantes, ils ont besoin d'un créneau particulier. Ils ne peuvent pas en discuter à n'importe quelle heure, à n'importe quel moment. Ils ont besoin d'un certain recul, ils ont besoin d'un certain calme, d'un certain créneau qui leur correspond. Moi, je vous donne simplement des indications et des solutions par rapport à des choses qui ne fonctionnent pas. Maintenant, si pour vous ça fonctionne différemment, continuez à faire ce que vous faites. Non, je ne dis pas que je fonctionne comme ça. Moi aussi, je préfère que ce soit comme ça. Mais ça serait comme ça si on ne serait pas dans une société de travail et de surconsommation. Si on nous avait donné les formules qui existent, que dans un volume d'air comme ça, on peut nourrir des milliards de civilisations, alors on n'aurait pas besoin de travailler et on serait dans le système que vous évoquez. Il n'y a aucun problème. C'est un bon moyen pour que l'autre ne se sente pas pris au piège. Dire, mais tu es là, on peut discuter là, discuter de ça, il veut ou il ne veut pas. Souvent, ça arrive tel que vous l'évoquez, c'est-à-dire que la personne ne sait pas d'où ça lui tombe, comme d'autres personnes aussi peuvent être en difficulté en disant on prend rendez-vous et se sentir dans le même cas que celui-ci. On est d'accord. Mais l'important est d'évoquer plusieurs solutions et après de choisir telle ou telle solution ou un pourcentage de chaque solution. Personnellement, l'idée du rendez-vous me plaît bien. Oui, moi aussi. Ouais. Je pense qu'elle va plaire en face. Pardon? Je sais pas si elle va plaire en face. Mais si elle ne plaît pas en face, vous prenez l'option du non-rendez-vous. Oui. L'important, c'est d'avoir plusieurs cordes à son arc. Tous les chemins mènent à Rome, donc d'avoir plusieurs solutions. Et après, une fois que vous avez plusieurs solutions, vous choisissez celle qui convient le mieux à ce moment-là. Je rajouterais qu'il serait peut-être bon d'assortir le rendez-vous d'un lieu neutre, autre. Pour ne pas être dans la salle à manger avec les enfants autour. Mais ça, voilà. c'est évident. Hein. S'il y a quelque chose à régler, il vaut mieux que ce soit...
Il y a certaines personnes qui préféreront être au bord de la plage, il y en a d'autres qui préféreront le faire le soir, d'autres qui préfèrent le faire le matin, d'autres qui préfèrent le Il week-end. vaut mieux être que tous les deux. Hein. Ah oui, bien sûr. Ce que Madame dit, c'est que Un autre lieu. plus on va rassembler d'éléments confortables pour les deux personnes, plus on va vérifier quels sont les points communs pour tout le monde. Donc, si les points communs sont prendre rendez-vous pour tous les deux, on prend rendez-vous. Si les points communs sont ne pas prendre rendez-vous et faire au fur et à mesure à l'emporte-pièce, et que ça marche pendant longtemps, il n'y a aucun problème. Mais en même temps, ce que dit Madame, c'est qu'on peut rajouter en plus de rendez-vous l'horaire, parce que certains sont du matin, d'autres du soir, certains sont de la semaine, d'autres du week-end, certains préfèrent le faire à la maison, d'autres le faire à l'extérieur sur la plage. Donc c'est bien de vérifier aussi à quel endroit celui qui est le plus en difficulté se sent le mieux. Le mieux, oui. Tout à fait. Donc c'est des éléments complémentaires à rajouter, tout à fait. Quelles sont les autres questions que vous avez sur ce thème? Ou ce que vous avez pu essayer, qui a fonctionné? Par rapport à tout ce qu'on a vu jusque-là. Alors, le côté sans peur que l'on a abordé, qui est ici, qu'est-ce que ça peut évoquer? Comment faire pour parler de ces peurs, justement? Parce que, justement, on a peur de prendre rendez-vous, ou on a peur de parler de ses défauts. Comment faire pour arriver à parler de choses qui nous dérangent? Maintenant, on a dit qu'on n'est pas obligé de parler de son passé, ce qui est résolu est résolu. Ce qui est en cours de résolution et qui va se résoudre, on n'est pas obligé non plus d'en parler. Ce qu'on peut parler, c'est les choses qui vont rester à long terme ou qu'on va résoudre dans longtemps. Donc, parler de ces choses-là, sans peur, comment faire? Il faut le faire dans des créneaux communs. Oui, ça oui. Mais la problématique, c'est que j'ai peur d'en parler. Comment faire pour en parler? Parce que j'ai peur. Je veux parler de mes défauts, mais j'ai peur. Parce que j'ai peur que la personne parte, tout simplement. Comment faire pour être transparent et en parler avec élégance et sans peur? C'est la question. Alors, comme c'est toujours l'histoire du sandwich, c'est-à-dire qu'on a quelque chose de difficile, de négatif à évoquer, que l'on entoure de deux éléments positifs. Donc par effet diapason, le négatif va diminuer parce qu'il est entouré de positif, mais en même temps, on commence par parler de qualité, on parle d'un défaut, on parle de qualité. Donc on commence bien, on finit bien, et on met au milieu le cadeau, on met au milieu la chose qui est plus difficile. Donc on commence à parler d'une qualité, en disant moi j'aime bien ça, j'ai telle qualité, je sais que je veux aller dans telle direction, et je sais que ça va développer telle chose. Mais en même temps, j'ai des qualités, mais j'ai aussi ce défaut-là, parce que pour aller vers ça, j'ai peur de ça, ou je suis en train de chercher comment faire pour résoudre telle problématique. Je me suis lancé dans la résolution d'un défaut que j'ai, sur lequel je vais mettre de spécialiste, et je sais que ça va me mener à telle chose positive, ça va m'emmener dans telle direction, dans telle voie, et ça va m'aider à résoudre telle et telle difficulté. Donc la problématique, je l'enveloppe de deux éléments positifs, d'où je viens, le problème et vers quoi ça va me mener de positif. Ce qui fait que ce n'est plus une problématique, c'est simplement un parcours de vie qui commence bien, qui finit bien. Donc c'est l'effet sandwich. En mécanique, ça s'appelle lorsqu'on fait de l'alliage et qu'on recouvre un métal d'or, ça s'appelle de la... L'alliage. Oui, c'est l'alliage, mais le mécanisme, c'est entre la cathode et l'anode, c'est de la galvanoplastie. Galvanoplastie. Donc c'est un petit peu ce qui se produit là. Par exemple, oui. Ça peut être un défaut, la jalousie par exemple. Oui, c'est un bon exemple. Qu'est-ce que vous conseillez donc pour l'enrober? Parce que alors, ça peut excéder à la fin. Alors la jalousie, on peut en parler de différentes façons. Il y a par exemple des gens qui peuvent ne pas être jaloux et devenir jaloux. Donc, comment on peut devenir jaloux? Il y a certaines façons de faire. Si par exemple un des deux partenaires n'est pas jaloux, et l'autre lui dit « mais si tu n'es pas jaloux, c'est que tu ne m'aimes pas ».
on a 9 chances sur 10 que l'autre devienne jaloux, parce que, tiens, si tu n'es pas jaloux, je m'aime pas. C'est vrai que quand le fait, il peut être lui. C'est vrai que si je ne suis pas jaloux, c'est que je ne l'aime pas. Donc je vais devenir jaloux pour l'aimer. Donc il y a des gens qui réagissent comme ça, tout simplement parce que ça sonne bien. Même si c'est faux, ça sonne bien. Après, si la personne a une tendance à la jalousie, et que elle choisit quelqu'un qui va le rendre plus jaloux, c'est qu'elle a quelque chose à travailler, sa jalousie. Donc, soit elle attire quelqu'un qui vraiment pousse les autres à être jaloux, donc là ça sera difficile à transformer l'autre, donc travailler sur sa jalousie, c'est possible, mais c'est plus difficile, soit on attire quelqu'un qui va nous faire travailler la jalousie, mais qui ne rend pas les autres jaloux. Donc, si on prend le cas où on est jaloux, et qu'on rencontre quelqu'un qui, par rapport à son attitude, bonne ou mauvaise, enfin on va dire plus mauvaise, rend l'autre jaloux parce qu'il a quand même des tendances qui sont des tendances suspicieuses, pour pas dire plus, qui sont normales que l'autre soit jaloux. Mais on n'est pas obligé d'être jaloux pour se rendre à l'évidence que l'autre a des problématiques. C'est pas de la jalousie, c'est simplement du bon sens. Donc on n'est pas obligé d'être jaloux pour être dans le bon sens. Si l'autre va voir ailleurs, c'est pas une histoire d'être jaloux, c'est une histoire de bon sens. Il va voir ailleurs, point. Donc on n'a pas à être jaloux de ça. Il va voir ailleurs. Donc soit je reste, soit je pars. Mais c'est pas de la jalousie qu'il faut avoir. Si je suis jaloux et que je rencontre quelqu'un qui a un bon fond et qui me rend jaloux malgré son bon fond, mais sa mauvaise forme, ça peut être il fait tout ce qu'il faut pour être bien dans sa vie, et donc il est remarqué par les autres, sans avoir de tendance à aller voir les autres, mais moi j'ai quelque chose dans ma vie qui fait que mon passé me ramène à ma jalousie par rapport à ce qui a pu se passer dans un exemple similaire. Donc, si j'ai une jalousie, je dois plus le travailler avec un professionnel, éventuellement donc avec ce partenaire en lui disant « je suis de tendance jalouse, c'est une mauvaise forme mais il y a un bon fond. Le bon fond c'est que j'ai eu dans mon passé des problématiques avec telle attitude. Grâce à la rencontre avec toi qui a un bon fond, une bonne forme, c'est-à-dire que il n'y a aucun problème, tu ne vas pas voir ailleurs, mais ça va m'aider à travailler cette problématique, donc je vais la travailler avec un professionnel, et grâce à toi, je vais pouvoir tous les jours le mettre en pratique pour faire disparaître cette jalousie. Est-ce que ça vous convient? C'est pour résumer. Je suis jalouse, mais je me suis. Oui, ben, bien sûr, mais on a tous des qualités et des défauts. Là, vous prenez la jalousie, mais on peut tous prendre d'autres défauts qu'on a envie de dépasser. Donc, c'est un très bon exemple que vous prenez et qu'on peut adapter à d'autres problématiques. Donc, la jalousie est quelque chose d'intéressant, mais on peut le dupliquer sur n'importe quelle problématique. Donc, c'est un défaut. Maintenant, il ne faut pas non plus soi-même trop s'accuser, mais comme tout défaut, le travail. Ça vient surtout par l'éducation que l'on reçoit, ou des traumatismes que l'on a pu vivre, mais il y a beaucoup de gens qui vivent des traumatismes qui rendent certaines personnes jalouses, et d'autres non, qui ne les rendent pas jalouses. Donc la jalousie vient beaucoup plus de l'éducation à travers tout ce qu'on va vivre dans la vie. Alors est-ce qu'il y avait un autre point important à évoquer, qu'on n'a pas évoqué? On était dans les peurs, justement, de pouvoir être transparent, de parler sans peur, avec élégance. Alors, avec élégance, ça voudrait dire quoi? En mettant les formes au niveau du vocabulaire ou Par en exemple, adaptant le vocabulaire pour que ce vocabulaire soit compris par l'autre, par pour exemple qu'il ne soit pas trop Sans pédant, trop... Voilà. Oui, alors un exemple, comment pourrait-on faire? Ce que vous avez dit est juste, donc comment pourrait-on faire si on prend un exemple? On peut commencer à parler avec l'autre en disant j'aimerais aborder un sujet, donc après avoir pris rendez-vous ou pas, suivant les gens, mais j'aimerais qu'on parle ensemble d'un sujet important pour moi. Quand est-ce que tu as du temps? Est-ce qu'on peut en parler maintenant, pour les gens qui font son rendez-vous, ou est-ce que tu es plus apte à en parler dans 1 heure, ce soir, demain ou ce week-end?
Donc, on dit qu'on a quelque chose d'important à évoquer, mais on laisse le choix à l'autre. Et une fois qu'on sait si on peut en parler dessus tout plus tard, une fois qu'on voit la personne, on peut dire « j'ai quelque chose d'important pour moi à évoquer, c'est quelque chose qui me tient à cœur, parce que je t'aime et parce que tu m'aimes, c'est quelque chose qui me tient à cœur parce que j'ai envie qu'on aille plus loin ensemble, c'est quelque chose qui me tient à cœur parce que c'est difficile pour moi, et je ne veux plus vivre difficilement, mais d'une façon heureuse avec toi. Donc, tout ce que je vais te dire, ne le prends pas mal, premièrement. Ne le prends pas mal, pourquoi? Parce que je risque d'en parler avec difficulté, je risque d'en parler sans le vouloir en te culpabilisant, je risque d'en parler sans le vouloir en ne prenant pas les bons mots, je risque d'en parler sans le vouloir en ne prenant pas les bonnes attitudes. Donc, quoi qu'il se passe qui peut sortir de moi et te mettre en difficulté, ne m'en veux pas, c'est une mauvaise forme que je mets, que je vais améliorer dans le temps, au fur et à mesure. Donc déjà, on peut dire simplement ça à la personne. Tout ce que je vais évoquer, ne le prends pas contre toi, c'est simplement une mauvaise forme que je vais mettre et que je vais modifier avec le temps. Et après, on peut, gentiment, commencer à parler, sans hausser le ton de la voix, sans mettre des gestes, sans mettre des émotions culpabilisatrices. Et si on met une émotion culpabilisante, ou même si on n'en met pas et que l'autre le reçoit comme ça, on fait un petit rappel en disant ce que j'évoque, je ne l'évoque pas pour te faire du mal, je l'évoque moi pour comprendre, je l'évoque parce que je t'aime et parce que je veux qu'on aille plus loin. Donc tout ce qui peut te faire du mal, on peut en reparler. Je vais le redire différemment jusqu'à ce que ça ne te fasse aucun mal, parce que tant que je n'y mets pas la bonne forme, c'est sûr que ça sera difficile pour qu'on puisse en discuter. Donc si ça te fait du mal, je vais essayer de le reprendre différemment. Donc dis-le-moi, sans m'en vouloir. C'est simplement que j'apprends à discuter avec toi. Donc ça, c'est une façon d'exprimer à l'autre, justement, la difficulté ou la peur que l'on peut avoir pour avoir une belle communication. Alors, il nous reste un peu moins de 5 minutes, parce qu'il y avait un autre point important que vous auriez aimé. Donc l'image est intéressante. Pourquoi l'image est intéressante? Rapprochement de deux animaux différents. Voilà, donc de deux entités qui ont des points qui ne sont pas très communs. Les points communs, ça serait quoi dans cette image-là? Quels sont les points qu'ils ont en commun? 4 pattes? Oui, c'est des mammifères. 4 pattes? Des poils? Oui. Des yeux? Voilà. Donc, ils ont... La parole, là, dans ce cas précis. C'est exact. Donc, et puis, ils ont des points non communs, comme la couleur, comme la parole. Ils n'ont pas la même parole non plus. Il y a des sentiments. Voilà. Ben, a priori, les sentiments, ça, ils sont en commun. Donc, l'intérêt de cette photo, c'est de voir qu'on est différents et qu'on a quand même des compléments. Maintenant, comme on l'a vu, il faut voir est-ce que ce sont des compléments à court terme ou à long terme. Et un point important, c'est de pouvoir évoquer à l'autre les projets que l'on a dans sa vie, ici, à long terme, c'est-à-dire sur 20 ans, 30 ans, 50 ans, 100 ans. On n'évoque jamais ces choses-là. Et si on évoque à l'autre ce qu'on veut dans sa vie à long terme, alors on voit beaucoup plus si on a des points communs ou pas. Et si on n'a pas beaucoup de points communs, il y a des gens qui vivent ensemble un jour par mois, et qui vivent toute leur vie ensemble en vivant un jour par mois, et ça leur suffit largement de vivre un jour par mois. C'est bizarre ce que je dis ou pas? C'est bizarre. C'est bizarre? Alors, je sais que ça existe, c'est bizarre. On va s'amuser, vous allez voir là. Combien de temps chaque couple vit consciemment ensemble chaque jour? Des jours, pas du tout. Ouais. Des jours, pas du tout, en moyenne. Combien de temps un couple vit-il consciemment ensemble chaque jour, en moyenne? Puisqu'il y a des jours où pas du tout. Maximum 2 heures, grand maximum. Oui, ben, il y a le travail, il y a... Ok, 2 heures par jour. Multiplié par 30, ça fait combien? 60 heures.
60 heures. Ok? Ça fait combien de jours? 3 jours à peu près. 3 jours. J'étais loin avec mes 2 jours, ou ma journée. Et c'est le maximum, hein? 2 heures Oui, mais il constamment. ne faut pas le voir 24 heures sur 24. Peut-être, mais il y a des gens qui préfèrent vivre une journée 24 heures sur 24 ensemble, et puis d'autres qui préfèrent vivre 2 heures plus ou moins consciemment pendant 30 jours. C'est la même chose, hein? On arrive au même résultat. Est-ce que les résultats sont les mêmes au final? Si on prend ceux qui vivent 30 jours sur 30 ensemble, combien y en a-t-il qui restent 50 ans ensemble? Et si on prend ceux qui vivent un jour par mois, qui sont très peu nombreux, et au niveau de la proportion, combien de temps restent-ils ensemble? Voilà, donc il n'y a pas de schéma type, mais il y a quand même quelque chose à prendre conscience par rapport à ce qu'on veut. De la même façon que quand on choisit une voiture, on regarde quelque chose qui nous plaît, qui nous correspond, qui va nous aider. Donc on regarde quand même un minimum la fiche technique ou ce qui nous convient. On discute un minimum avec le vendeur, on prend un minimum de renseignements. Donc que ce soit un travail, c'est la même chose, on a un entretien d'embauche. Que ce soit l'achat d'une maison, c'est la même chose, on vérifie un maximum de choses, et si on ne vérifie pas, on nous oblige même à avoir des éléments techniques comme le DPE et ainsi de suite, pour savoir si ça perd de l'énergie ou si ça gagne de l'énergie, si ça coûte cher ou si ça coûte pas cher. Mais si on fait tout ça avec des éléments matériels, pourquoi pas le faire avec des éléments encore plus nobles qui est l'être humain, avec lequel on va vivre encore plus longtemps qu'avec une voiture ou qu'avec une maison, ou qu'avec un frigo, ou une machine à laver. Il faut que la personne corresponde au minimum à nos critères. Oui. C'est ça, de toute façon, dans la vie, la machine à laver, on la change, la chambre à coucher, on la change, et bon, mais on a besoin de changer. Aussi, on ne peut pas vivre éternellement avec la même personne. C'est difficile à entrevoir. Alors, est-ce que c'est difficile à entrevoir? Ça, je suis d'accord avec vous, mais est-ce que vous désirez dans votre cœur vivre plus avec une seule personne toute votre vie ou plus avec plusieurs personnes? C'est sûr que bon, mais d'abord, Voilà. ça dépend du caractère. Non, Bon, non, non. je Moi, ma préférerais vivre avec la même personne, mais bon, mais... C'est ce qu'on évoque, c'est-à-dire on essaye d'évoquer les solutions pour pouvoir vivre avec la même personne le plus longtemps possible. Après, le but n'est pas d'y arriver forcément, mais de savoir quels sont les éléments pour y arriver. Alors, est-ce que vous avez une dernière question? Après, comme ça, on a un petit pot et on pourra discuter de certains points si vous voulez. Donc, on s'arrête là. Je vous remercie pour votre attention, pour toutes vos questions.